Bonjour à tous. Pour faire honneur à cette table ronde, il va me falloir être aussi concis et impactant qu'un pré-roll, car nous n'avons que 15 minutes pour parler pub et audio digital. Média de l'intime, avec des taux de complétion à faire rougir n'importe quel support, le podcast natif a depuis quelques mois un nouvel argument à faire valoir sur le marché, à savoir un volume d'écoute conséquent et certifié, même s'il est encore loin d'égaler celui du live ou du replay radio. AdTech, agence média, annonceur, un panel d'invités AAA s'est joint à moi pour commenter la réaction de tout le secteur publicitaire à l'arrivée du petit dernier. Permettez-moi de les présenter rapidement. Kautar Benazi, vous êtes la directrice du Havas Programmatic Hub. Comme son nom le suggère, cette entité regroupe l'ensemble des services liés au programmatique dans le pôle média du groupe Havas. Bonjour Kautar. Bonjour Romain. Alors c'est Nicolas Thorin, Managing Director de la startup AdTech Audion, qui nous éclairera sur l'aspect ciblage et data. Bonjour Nicolas. Bonjour Romain. Enfin, que serait une pub sans annonceur? La banque mobile N26 France a mené une grande campagne audio digitale il y a quelques semaines. Christine Massico, sa directrice marketing, est avec nous. Bonjour Christine. Bonjour Romain. Merci. Alors, je voudrais commencer avec le regard agence Kautar, si vous voulez bien. Vous achetez de la pub sur les podcasts depuis que les éditeurs et les ad networks ont rendu ça possible en France, il y a à peu près 2 ans. Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis et comment le podcast s'intègre dans la stratégie de communication de vos clients en 2020 ? Alors, on est sur un écosystème qui est toutefois qui est mouvant et qui continue de se consolider. L'arrivée du podcast en fait sur le marché de l'audio, c'est plutôt une opportunité pour nous. Ça nous a permis de répondre à une problématique principale, qui est celle du reach. Donc, c'est des choses que l'on a intégrées par défaut, de manière générique, dans les activations qu'on gère pour nos clients. Et c'est de par définition et par la nature même du format, des environnements qualitatifs sur lequel on a un regard qui est somme toute différent de ce que l'on a pu travailler jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'avec le podcast, on est sur des environnements qui sont quand même dédiés sur des thématiques en propre, sur des sujets qui sont choisis, qui sont sélectionnés et que l'on télécharge et que l'on écoute. Donc, on se doit d'avoir une attention particulière aussi sur l'association qu'on vient porter à la marque, au podcast, de manière à leur permettre d'émerger et d'aligner finalement les valeurs de marque, d'aligner aussi un petit peu les territoires d'expression pendant ces temps d'écoute qui sont somme toute cruciaux et qui sont très très importants puisque pour le coup là on s'adresse vraiment à une paire d'oreilles et non plus à une masse. Donc il est très très important de travailler les choses de manière chirurgicale et dans le détail. Donc pour nous l'arrivée du podcast c'est vraiment une opportunité. Et ça permet de compléter l'offre aujourd'hui existante. On a vu aussi que pas mal d'éditeurs, des grands noms du digital, se sont développés aussi sur cette partie podcast, que les grandes radios, les web radios et autres ont aussi décliné des offres en podcast. Vous avez aussi des podcasteurs pour faire un peu le relais avec ce qu'on a pu constater notamment sur les environnements YouTube et YouTubeurs. Donc voilà, l'offre s'est quand même pas mal étoffée. Elle est assez consistante aujourd'hui et puis elle est diverse aussi sur des thématiques qui nous permettent d'avoir finalement une grammaire suffisamment intéressante pour compléter nos activations classiques. Très bien, merci Kautar. Nicolas, vous travaillez avec Havas ou Dentsu, OMD, pour ne citer qu'elle. Est-ce que vous avez senti chez les agences médias un changement de regard, mais aussi d'organisation, éventuellement de formation, vis-à-vis de l'audio digital et du potentiel qu'il a ? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Kautar. C'est vrai que l'arrivée sur ce format podcast et sur des contenus de qualité, ça a aidé aussi à en faire parler, à le faire découvrir du grand public. Donc ça, c'est quelque chose qui était intéressant. Et pour le coup, à asseoir un peu plus ce média, qui est bien plus large d'ailleurs que le podcast ou le podcast natif, mais on en reviendra un petit peu plus tard. Et surtout sur la partie, on va dire, organisation, comment on travaille avec les agences. Là, c'est des boîtes comme nous, comme Audion ou comme d'autres, il faut qu'on s'adapte parce que en fait, il y a c'est un format et c'est un média qui est naissant. Il y a quasiment autant d'organisations qu'il y a d'agences médias. C'est-à-dire que ça peut être les équipes radio qui peuvent acheter, ça peut être les équipes digitales, ça peut être une équipe programmatique, ça peut être les équipes d'opérations spéciales. Donc, pour l'instant, il est naissant. C'est un petit peu comme au début de la vidéo, de la complémentarité entre la télévision et la vidéo. Il y a eu ces équipes VOL qui se sont créées derrière. Voilà. Avec un axe en plus supplémentaire qu'il n'y avait pas il y a une dizaine d'années sur le volet programmatique, c'est-à-dire qu'il y a un moyen de l'acheter et au final, il faut qu'on arrive à faire comprendre si l'audio digital, c'est
un média de par sa consommation, ou si c'est un format qui est entre de l'audio, donc la façon de l'écouter, ou un format digital de par sa diffusion. Et c'est vrai que derrière, on va pouvoir avoir du ciblage, on va pouvoir y plugger du DCO, de faire des campagnes locales, géolocalisées, qu'on ne peut pas avoir en radio. Donc c'est à la fois, on va dire, un média et à la fois un format. Et pour terminer, juste sur le potentiel, pardon, excusez-moi, d'ores et déjà, il est massif. Et il est massif avec ce qu'a pu faire des plateformes comme Spotify, Deezer depuis de très nombreuses années. C'est-à-dire que ce format audio, il existait, il n'est pas nouveau. Et le streaming de ces plateformes, il est massif. C'est, je pense, 50% de l'audio digital en France. On a ensuite le streaming de toute la partie live, de toutes les parties radio, qui lui représente sans doute entre 20 et 25% de l'audio digital. Et puis, il y a à côté toute la partie on-demand, que ce soit du podcast replay et sur le podcast natif. Et au global, sur tout cet écosystème, on va être quasiment à plus d'1 milliard d'écoutes par mois. Ouais, c'est énorme. Donc c'est beaucoup plus que ce dont on parle souvent, qui est le classement des podcasts natifs, mais qui est très important par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure sur l'aspect qualitatif, qui est là pour rassurer aussi les marques, de dire votre marque est associée à un contenu qui est intéressant. Et derrière, c'est cet aspect de reach qui est très massif, qui est important aussi parce que on ne crée pas un format où on n'investit pas quand on est une marque sur un média pour toucher 5000 personnes. Il faut qu'il soit massif. Nous, par exemple, chez Audion, on est à peu près sur 20 millions d'auditeurs uniques par mois et sur un inventaire de 500 millions. Ok, merci beaucoup Nicolas. Christine, on continue avec vous. La carte N26 Metal a bénéficié d'un gros coup de com' sur le mois de septembre et octobre. J'imagine que c'est plus facile de sauter le pas quand on est une marque 100% digitale, mais qu'est-ce qui vous a convaincu de vous tourner vers le podcast et le replay plutôt que d'aller chercher des prospects via de l'achat d'espaces programmatiques classiques ou de la pub audio tout court? Alors, en effet, N26 est une marque foncièrement digitale qui fait bouger les lignes du secteur bancaire et qui plus est mobile dans son expérience. Donc, il me semblait tout à fait logique et naturel de travailler l'adéquation de notre promesse avec un média qui s'écoute partout et qui est en mouvement. Ensuite, pour nous, l'audio digital, c'est un média complémentaire. Donc, il ne va pas remplacer la programmatique classique. Mais il a l'avantage d'offrir un environnement qui est extrêmement safe et qualitatif pour notre marque, puisque l'auditeur va prendre le temps, il choisit complètement son contenu, il est réceptif à la pédagogie et il se trouve dans un état d'esprit qui est, je dirais, presque à l'inverse de la culture du zapping qu'on a de façon hyper prégnante sur d'autres médias. Ok, une question d'attention. Tout à fait. Ok, alors on va sur un autre aspect, c'est celui du ROI. Nicolas, c'est à vous. Au moment de signer une OP avec un client ou une marque, comme N26 par exemple, comment vous le rassurez sur l'efficacité et le retour sur investissement que va avoir sa campagne? La première chose, c'est de dire qu'il est complémentaire. Il est complémentaire de ce qui peut être fait dans l'audio classique, c'est-à-dire que de par l'usage, il y a des gens qui vont écouter différemment leur radio, leur contenu, que ce soit en replay, écouter le live de façon digitale et non plus de façon hertzienne, mais au global, c'est le contenu qu'ils sont venus chercher qui est intéressant. Et donc, il est à la fois complémentaire, mais il est aussi intéressant car on va pouvoir émerger sur sur cette nouvelle façon de diffuser de la publicité. Émerger, pourquoi? Parce que on est à la fois dans une relation très intime avec l'auditeur et sur un environnement où là, on n'a qu'une seule publicité et on est sûr qu'elle est écoutée. Il y a des taux de complétion qui sont de 95%. Il est brand safety. On se dit pas est-ce que la pub a été vue ou pas vue. On est sûr que voilà, elle est entre guillemets native et liée au contenu. Donc ça, c'est déjà pour rassurer sur des assets à la fois de diffusion et que la marque puisse raconter et émerger sur une nouvelle histoire. Et la deuxième chose, c'est que à la différence
on va dire des médias classiques, on va pouvoir y plugger tout ce qu'on fait en digital, c'est-à-dire du ciblage. Nous, par exemple, on travaille avec Nielsen. Si on veut faire une campagne géolocalisée, c'est très très simple de se dire voilà, on va délivrer que dans telle région, que dans tel département. Et puis, on peut y adjoindre ça, un volet créativité d'ICO. C'est en ça où on a travaillé avec Christine et ses équipes sur un message spécifique sur l'audio digital. Parce qu'elle voulait raconter une autre histoire, et donc ça c'est important d'avoir entre guillemets c'est les avantages de la publicité audio avec des assets digitaux, et on va dire que les bons côtés des assets digitaux. Et puis la dernière chose, on peut aussi y adjoindre en post-campagne des choses sur du drive to store. On l'a pas fait parce qu'il n'y a pas de magasin physique avec N26, mais on fait des études avec Epidemics sur des items de notoriété, taux de mémorisation, d'intention d'achat qui sont importantes. Merci Nicolas. Alors Christine, justement, j'ai cru comprendre que vous étiez très satisfaite de ce premier essai. On l'a dit, l'audio digital, le prix peut être plus élevé que sur du display ou de la vidéo. Le ciblage, alors Nicolas a donné quelques indices là-dessus, mais le ciblage et le tracking peuvent être en apparence moins bons. Est-ce que ces carences techniques du podcast et de l'audio digital vous ont freiné à un moment dans votre choix ? Alors non, parce que sincèrement, moi je n'ai pas perçu ces différences comme des carences techniques, ayant conscience qu'il s'agit d'un nouveau média. On a plutôt envisagé l'audio digital comme un média complémentaire, encore une fois, dans notre mix marketing. Et donc ici, dans cet environnement-là, l'auditeur il est exposé uniquement à notre spot, et c'est la très grosse différence avec des espaces publicitaires encombrés sur du média traditionnel. Et donc on va plutôt prendre en compte des objectifs branding, clairement. Donc, c'est la perception de la marque, la compréhension de nos messages par nos prospects dans un contexte qui est au plus proche de leur centre d'intérêt. On a le temps d'écrire une histoire, on a l'espace pour construire aussi des messages qui vont être complètement sur mesure en fonction du moment de la journée, du thème du podcast ou même de la météo. Et c'est cette agilité-là qui nous a vraiment séduit. Donc au final, on s'est dit sincèrement, c'est positif pour le consommateur comme pour la marque, puisque on a des messages qui sont moins intrusifs et qui sont dans un environnement relativement qualitatif. Merci Christine. On termine avec un retour en agence par la case départ. Kautar, vous le savez mieux que moi, le marché a donné des signes de structuration cette année avec des audiences en forte hausse et l'apparition d'indicateurs de confiance qu'on ne citera pas. Qu'attendez-vous de lui aujourd'hui, du podcast natif et de l'audio digital pour investir davantage et peut-être différemment? Est-ce que ça peut être des nouveaux KPI en 2021? Alors, encore une fois, il n'y a pas de point bloquant en termes d'investissement ou d'intégration du podcast dans le cadre des campagnes et des activations de nos clients. Le sujet, il n'est pas là. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin de quantifier le juste retour des choses, effectivement, au travers des KPI. Au niveau de l'audio et du podcast, aujourd'hui, en dehors du LTR, on n'a pas forcément grand-chose à notre disposition. De là à précipiter le sujet et de demander à nos clients de commencer à réfléchir à de nouveaux KPI, je pense que c'est prématuré. Ils en sont juste à appréhender finalement ce nouveau format et cette nouvelle façon de pouvoir communiquer sur une marque, sur la totalité de ses déclinaisons. Et encore une fois, comme je le disais en introduction, de regarder de manière chirurgicale ce que peut apporter aussi le podcast en termes d'activation. Toutefois, en tant que Training Desk et en tant qu'agence, on se doit de regarder l'après. Et pour moi, en fait, compléter le LTR, qui est le principal KPI aujourd'hui existant, c'est déjà la première marche à franchir. C'est, comme le disait Nicolas tout à l'heure, avoir des activations sur lesquelles on va pouvoir rajouter des filtrages, on va pouvoir rajouter une surcouche de data pour être encore plus précis dans le targeting et dans la diffusion. C'est aussi... pourquoi pas intégrer des briques Drive to Store pour pouvoir quantifier aussi les impacts en magasin, que ce soit sur les ventes. Enfin, il y a tout un tas de mécaniques à imaginer et à marketer finalement pour continuer à avoir une consolidation de ce KPI et de pouvoir le compléter. Mais néanmoins, aujourd'hui, tel qu'il existe aujourd'hui, on peut l'utiliser. Il y a absolument pas de point bloquant. Et
pour vous le prouver, c'est que chez nous, les investissements aujourd'hui sur la partie audio on, ils sont en progression de plus de 73% par rapport à l'année dernière. Et à l'intérieur des activations que l'on gère, le podcast représente bien aujourd'hui entre 30 et 40%. Donc il y a une vraie adoption qui est faite et les clients ne l'utilisent plus dans le cadre de tests ponctuels, mais l'ont intégré dans des stratégies en fil rouge sur la totalité de l'année. Et donc on voit bien qu'il y a une valeur ajoutée y apportée. Donc c'est comment on complète en fait ce KPI principal. Comment on y intègre aussi, pourquoi pas, des items en termes d'émotion, parce qu'on l'a dit, un podcast, on le choisit, on le sélectionne, on le télécharge, on l'écoute, on prend le temps, il y a une relation, finalement, il y a un contrat de lecture, il y a une confiance avec le podcasteur. Donc, c'est comment je ne coupe pas et je ne suis pas en rupture et j'arrive à intégrer aussi mes valeurs de marque et que je puisse engager finalement l'audience sur autre chose. Donc, c'est plutôt de cette manière-là qu'il faut l'envisager et je pense qu'on peut témoigner du fait qu'on est sur un écosystème où les cycles d'innovation sont quand même assez rapides. Donc, il faut qu'on puisse aussi capitaliser sur tout ce que l'on a déjà engrangé en termes de learnings et de pouvoir continuer à accompagner finalement cette mutation et encore une fois, faire de ce format une richesse supplémentaire. Très bien, donc que du positif pour 2021. Merci beaucoup à tous.